Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, j'espère que vous avez profité du beau temps, ou de la pluie s'il y en a eu. J'espère que tout a bien été pour vous. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est sur un autre événement qui doit avoir lieu dans la grosse industrie du divertissement, des sports de combat, plus exactement. Je parle bien sûr du combat de championnat des 155 livres de l'Ultimate Fighting Championship, plus communément appelé UFC. Tu sais, des MMA, des arts martiaux mix, des mixed martial arts. Ouais, c'est ça. Qui ça va opposer? Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje. Justin Gaethje qui finalement a fait ses devoirs, a réglé certains problèmes. Et aujourd'hui, il se retrouve contender pour la belt des 155 livres dans la catégorie, selon moi, la plus compliquée. Avec les 170 livres. Moi, d'après moi, les 155 livres et les 170 livres, c'est les deux catégories les plus compétitives de UFC en ce moment, du UFC en ce moment. Puis les 150 livres, je mettrais une coche pour les 150 livres parce que la bande de tueurs qui est dans cette catégorie-là, c'est juste. C'est d'un autre niveau. En plus, la plupart des gars dans la catégorie sont tous complets. Comparativement aux 170 livres, où ils ne sont pas tous complets, mais dans les 155 livres, ils sont tous complets. Sauf évidemment le champion. C'est drôle à dire, mais le champion, son sol est excellent. Mais son debout, il est. On va dire que ça laisse à désirer. Mais bon. Donc, c'est de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Lobaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, nous allons commencer. Donc, on va y aller droit au but. Pour commencer, on va y aller avec The Tale of the Tape, gender. Justin Gaethje, 31 ans, 5 pieds 11, 155 livres. Justin Gaethje, c'est qui au juste? C'est l'ancien champion du World Series of Fighting chez 155 livres, qui aujourd'hui s'appelle la PFL, la Professional Fighting League. Donc, il était le premier champion, il était le champion inaugural de la catégorie des 155 livres. Il a gagné le tournoi, puis il est devenu champion. Il a eu la belle pendant 2 ans, de 2014 à 2016. Puis à 2016, il s'est emmené au UFC. Justin Gaethje, c'est un lutteur à la base. Je ne me trompe pas, il est All-American. All-American, c'est les lutteurs, dans le fond, qui ont compétitionné en NCAA. Au college américain. C'est l'université américaine, ils appellent ça des collèges, mais c'est l'université. Et lui, il a lutté à ce niveau-là, il a gagné plusieurs championnats. Je sais pas si c'est qualifié pour les Jeux Olympiques ou il a déjà été sur l'équipe olympique américaine, mais je sais que c'est un lutteur de très haut niveau. Mais sa lutte, il ne s'en sert pratiquement pas. Lui qu'est-ce qu'il aime bien, c'est le pied-point, genou-coude. Son Muay Thai, écoute, son Muay Thai est excellent. Que ce soit sa boxe, ses kicks, ses coups de coude, ses coups de genoux. Son stand-up est excellent. Oui, pendant une certaine période de temps, les gens disaient qu'il était un peu brouillon parce qu'il se faisait toucher beaucoup. Puis il avait quasiment l'air des fois à vouloir se mettre le visage en face de ses adversaires. Puis
Les gens se disaient, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de sens. Puis dernièrement, on a appris que finalement, Gaethje était myope comme comme une taupe. Fait qu'il voyait pratiquement pas ses adversaires quand il se battait contre eux. Il voyait pas grand-chose, il allait seulement à l'instinct. Puis il voyait très embrouillé. Mais il aurait subi une opération des yeux. Donc, sa vue maintenant serait top notch. Donc, puis on l'a vu dans son dernier combat, tu voyais que c'était un nouvel homme. Donc, Justin Gaethje, depuis qu'il est au UFC, c'est 7 combats. C'est 5 victoires, puis 2 défaites. Puis tous ces combats, il y a eu des bonus de performance pour soit le knockout de la soirée ou la performance de la soirée. Ou le combat de la soirée, je veux dire, excusez-moi. Donc, si vous voyez à qui on a affaire, c'est un gars qui est habitué de, comment dire, oui, c'est un fighter, mais il est là pour faire de l'argent, puis il est habitué d'en faire de l'argent. Parce qu'à chaque fois que tu fais un bonus de performance, c'est 50 000 $. Donc, faites tes calculs, 7 combats, 7 bonus de performance, 7 fois 50 000, faites les calculs, ching, 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 ching! Donc, c'est ça. Son premier combat à Gaethje, c'était lors de la finale de Ultimate Fighting Redemption. Puis, il a affronté Michael Johnson. Il était en danger dès le premier round contre Michael Johnson. Mais Michael Johnson n'a pas su capitaliser. Donc, Gaethje est revenu en force pendant le combat pour finalement passer knockout assez impressionnant en Michael Johnson. Puis Michael Johnson, c'était un prospect pour la belt là, à cette époque-là. Puis Gaethje arrivait. Oui, il arrivait du World Series of Fighting. Oui, c'était le champion de 155 livres, mais c'est pas le même niveau que le UFC. Puis Michael Johnson, c'était un prospect pour la belt. Donc, à partir de là, on a vu que Gaethje était prêt pour les gros défis. Ces 2 autres combats, ça s'est moins bien passé. Il s'est fait passer KO dans les 2 combats. Le plus suivant, c'était contre Eddie Alvarez. Un combat très disputé, très serré. Mais Eddie Alvarez, de nulle part, 3e round, il a sorti un coup de genou. Puis un coup de poing, puis Gaethje est tombé au sol comme une patate. Puis il s'est relevé, puis il voulait continuer, mais c'est non. Il n'avait eu assez. Ensuite, contre Dustin Poirier, combat suivant. Un autre combat très, 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 très chaudement disputé. Mais Poirier, il a finalement passé le KO 4e round. D'un coup sur une combinaison. Puis il a remporté le combat. Après ça, Gaethje devait être en rédemption. Donc, ça s'est pas fini là. Il a affronté James Vick. Une grande gueule, ça, c'est ça, excusez-moi le terme, mais c'est un bouffon, James Vick. Il parle beaucoup, il aime beaucoup faire du trash talk, mais ces 2 derniers combats, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Donc, Gaethje l'a éclaté au premier round. C'était. Puis James Vick est resté au sol quand même une couple de secondes. Puis, comme je dis souvent, il y avait l'armor. Je ris pas de lui, mais c'est juste que dans le sens que James Vick avait fait beaucoup de trash talk pour ce combat-là. Puis, ça s'est pas très bien passé pour lui. Donc, ensuite, c'était le dangereux Edson Barboza, un autre maître des kicks, parce que j'ai oublié de dire, Justin Gaethje, ses kicks sont... C'est les 2 personnes, selon moi, qui ont les kicks les plus dangereux du UFC, toutes catégories confondues. C'est Edson Barboza et Justin Gaethje. La précision avec laquelle il te kick, c'est des low kicks. Et les low kicks, c'est souvent les plus dangereux. Parce que si tu t'affrontes une personne qui check les kicks en levant sa jambe, en bloquant ses genoux, mais tu peux te péter le tibia là, facilement. Là. Tu peux facilement te faire péter le tibia si tu affrontes quelqu'un qui check les kicks. Mais étant donné que il y a beaucoup de gens qui ne checkent pas les kicks, même s'ils savent comment le faire, c'est même qu'ils n'ont pas le réflexe de le faire. Ça fait que des gars comme Justin Gaethje,
puis Edson Barboza peuvent te détruire la cuisse à la fin d'un combat. Là, ça se peut que tu sois en chaise roulante pour moins une semaine ou deux. Là. Parce que l'efficacité avec laquelle il kick, autant avec le pied qu'avec le bas du tibia, c'est incroyable. C'est ça que puis ils vont te frapper au mollet, à cheville, dans, dans, excusez-moi, dans le haut du genou, dans le milieu de la cuisse, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une efficacité qui fait peur. C'est pour moi, qui pratique les sports de combat également, je voudrais pas avoir affronté quelqu'un qui est aussi précis dans ses kicks parce que je passerais ma soirée à aller checker, puis je passerais une dure soirée. Mais l'avantage, par exemple, c'est que si tu es un lutteur, puis tu as des bons réflexes, quelqu'un qui kick beaucoup, tu peux attraper son kick, puis tu peux l'amener au sol. Donc, ça, c'est l'avantage. Si tu es un bon lutteur, puis si tu as des bons réflexes, parce que pour attraper des kicks, faut pas que tu doutes, faut que tu l'attrapes sur les coups, parce que si tu le manques, la personne peut te feinter, puis la prochaine fois que tu vas essayer de l'attraper, tu vas avoir un kick en pleine face. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire donc? C'est ça. Fait que ensuite, dans ce combat-là, ben, on pensait qu'on allait avoir droit à la bataille des kicks, puis ou la bataille du Muay Thai, parce que les deux, c'est deux excellents combattants de Muay Thai. Mais non, Justin Gaethje, il n'avait pas le goût d'avoir une longue soirée. Ils se sont kickés les deux un petit peu en début de premier round, puis on est Gaethje, il a réussi à envoyer un direct à Barboza sur le menton. Barboza est tombé. Puis il n'y avait plus rien à faire. Barboza était au pied des rêves. Puis, non, c'était fini pour lui. Ensuite, là, ça fait déjà 5 bonus de performance. 3 victoires, 2 défaites. Puis il y a déjà 5 bonus de performance. Fait, vous voyez à qui on a affaire. Son combat suivant, c'était contre un de ses bons amis, Donald Cerrone. Les deux se sont entraînés ensemble souvent à l'occasion. Donc, c'est des bons partenaires de training, je pourrais dire. Donc, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Donc, les deux se connaissent très bien. Puis le combat, ça a été, comment dire, ça a été comment ça... C'était agressif, mais passif. Tu voyais que Justin, il étudiait beaucoup Donald, puis Donald, il avait l'air à s'amuser, il avait l'air d'être là pour s'amuser. Mais malheureusement, l'amusement n'a pas été très... comment dire... Ça n'a pas été très intéressant pour M. Cerrone, parce qu'il s'est fait knock-out assez durement. Puis, je me trompe pas, c'était Herb Dean qui était l'arbitre lors du combat. Puis quand Cerrone est tombé au sol, Gaethje a continué à frapper. Puis Herb Dean n'était pas sûr s'il devait arrêter ou pas. Parce que, tu sais, le monde critique beaucoup l'arbitre Herb Dean, mais l'affaire, c'est que le travail d'arbitre, c'est ingrat. Hein? Parce que soit les gens vont être contents, vont aimer ton travail, soit ils l'aimeront pas, soit ils vont te critiquer, soit ils vont t'aduler. Donc, t'es jamais gagnant quand t'es arbitre. Jamais, jamais, parce que les gens sont jamais contents. Bon. Fait que c'est ça. Fait que Gaethje regardait Herb Dean, puis il dit envers elle, tu fais-tu de quoi? Je pense qu'il est plus là. Finalement, Herb Dean a arrêté le combat, puis c'était une victoire par TKO. Un autre bonus de performance pour M. Gaethje. 6 combats, 6 bonus de performance, 4 victoires, 2 défaites, toutes des knockouts ou des technical knockouts. Un technical knockout en passant, c'est quand l'arbitre arrête le combat, parce que l'autre n'est plus capable. Le combat suivant, c'était pas la ceinture intérimaire, parce qu'étant donné que Habib Nurmagomedov ne pouvait pas se présenter aux États-Unis à cause du confinement, dû au COVID, Dana White a autorisé un combat
intérimaire entre le gars qui est aspirant pour la ceinture depuis je sais pas combien de temps que si on parle de Tony Ekukoy, Ferguson. Ferguson, ça fait de faire quoi 2 ou 3 ans que le gars en ligne victoire par 6 victoires. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a le plus de victoires consécutives chez 155 livres présentement. Il a nettoyé la catégorie, mis à part Monsieur Yeji et Monsieur Muradov et d'autres, mais il y a quand même le nombre de victoires qu'il y a eu, c'est incroyable. C'est toutes des victoires de suite. Il n'y a pas une seule défaite depuis qu'il est UFC. Ça vous dit qui on a affaire. Ça doit faire 4 ans que le UFC veut organiser le combat entre Nurmagomedov et Khabib. Fait que ils ont essayé de l'organiser, si je me trompe pas, 5 fois. 5 fois qu'ils ont essayé de l'organiser, puis une fois Ferguson s'est blessé en faisant du breakdance. Une fois Khabib, sa coupe de poids a été trop compliquée, fait qu'il est tombé malade. Fait que une autre fois, ils ont essayé de l'organiser, puis il n'a pas pu se présenter. Une autre fois, c'est Ferguson a pris une pause parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Puis là, ça fait. Là c'était supposé être la bonne. Le Khabib ne peut pas venir à cause du confinement. Malheureusement pour Ferguson, ils lui ont donné Justin Gaethje, que selon moi, je croyais que ça allait être une promenade dans le parc pour Ferguson. Ça n'a pas été le cas. Ferguson a pas été. Il a mal combattu. Écoute, premièrement, il ne bloquait pas les kicks de Gaethje. Il s'est fait détruire la jambe avec les kicks de Gaethje. Il ne les bloquait pas. Puis au niveau de la boxe, il faisait juste punch au corps. Son jab ne touchait pas. Mais il a réussi à ébranler Gaethje, je crois, au premier round et au deuxième. Non, c'est ça, fin du premier round, il a knockdown Gaethje. Gaethje s'est relevé, il est revenu. C'était le seul vraiment bon coup de Ferguson. C'était un bon combat, parce que les échanges étaient beaux, mais Ferguson, quand je peux dire ça, Ferguson s'en met pas dans son élément. Aussi, il faut dire aussi que Ferguson, c'est un phénomène assez bizarre. Puis il avait fait une coupe de poids, peut-être 2 ou 3 semaines avant un combat pour montrer à Dana White qu'il serait là, puis qu'il serait en shape. Il a repris son poids, puis il a fait une autre coupe de poids pour l'apaiser. Deux coupes de poids en un mois, c'est point de vue système de santé, point de vue système immunitaire, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Je veux pas donner d'excuses à M. Ferguson, mais il était pas là lors du combat. Puis, écoutez, à partir du quatrième round, c'est devenu très compliqué pour lui. Il se faisait toucher beaucoup. Il n'y avait pas de réponse. Il semblait frustré. Pour le cinquième, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent je vais te casser la face ou je vais te briser le visage pour mes abonnés qui m'écoutent. Ou mes spectateurs ou auditeurs qui m'écoutent en dehors du Canada et qui ne comprennent pas le français du Québec. Quand on dit qu'on va briser la tronche d'une personne, souvent les gens disent ça. Mais dans le cas de Ferguson, il s'est vraiment fait briser la tronche. Puis à un moment, il a reçu un coup de poing qui était trop pour lui. Puis il a montré à l'arbitre que non, j'en veux. Il a carrément fait un signe de visage de détresse à l'arbitre, puis un signe avec sa main à l'arbitre qui ne voulait plus. Puis le combat était arrêté par un technical knockout. Puis c'était triste. Moi, j'ai vu pratiquement tous les combats de Ferguson. Puis qu'est-ce que Ferguson a subi dans son combat contre Gaethje? C'est ce que lui, d'habitude, faisait subir à ses adversaires. Ferguson, il l'appelait le boogeyman. Lui, son surnom lui, se fait appeler son surnom, c'est El Koukoy. Mais les gens dans les médias l'appelaient le boogeyman. Parce que Ferguson, même si tu lui fais mal, il revient tout le temps. Finalement, c'est lui qui te massacre. Mais dans ce combat-là, c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est fait massacré à partir du quatrième round. Puis c'est lui-même qui a abandonné en montrant à l'arbitre que
J'en ai trop reçu, je ne suis plus capable. Puis écoutez, Justin Gaethje est devenu champion intérimaire. J'étais très déçu parce que moi, je m'attendais que ce soit un combat facile pour Ferguson, puis ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ça pour Monsieur Gaethje. Maintenant, on va y aller avec Monsieur Nurmagomedov. Donc, allons-y avec Monsieur Nurmagomedov. On va y aller rapidement. Parce que c'est Nurmagomedov. Monsieur Nurmagomedov, de Eagle, l'aigle du Daghestan. Le Daghestan, c'est une petite province en Russie qui est à majorité musulmane. Donc, c'est de là d'où est originaire M. Nurmagomedov. C'est dans les montagnes. Puis, M. Nurmagomedov a 31 ans. Il fait 5 pieds 10. Donc, un pouce de moins que Gaethje. Puis lui, il a mais une chose que j'ai oublié de préciser, Gaethje et Nurmagomedov ont la même portée. La portée, c'est la longueur du bras. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la portée, c'est la longueur du bras. Les deux font 70 pouces de portée. Donc, Gaethje est plus grand d'un pouce, fait 5 pieds 11. Nurmagomedov fait 5 pieds 10, mais les deux ont la même portée. Donc, c'est ça. Puis Nurmagomedov, c'est un gars qui est quand même assez lourd quand il n'est pas en coupe de poids. Il doit peser environ, je pense qu'il approche les 185 livres quand il n'est pas en coupe de poids. Donc c'est presque 30 livres qu'il a à couper. Donc ça explique pourquoi souvent au cours de sa carrière, il y a eu des problèmes de santé. Parce que couper 30 livres, c'est pas ce qui est sain. Puis le plus sain. Donc Georges Saint-Pierre en avait parlé lui-même que lui, Georges Saint-Pierre, lui, qui est un welterweight, 170 livres, puis lui, il disait tout le temps que, étant donné que il va être une coupe de poids, c'est pas quelque chose de santé, il avait toujours dit que lui, il s'arrangeait toujours pour être pas plus que 15 livres au-dessus de son poids de combat, qui était 171 livres, la limite. Donc, ça veut dire que Georges Saint-Pierre ne pesait jamais 185 livres. Mais je me rappelle bien, quand il était au TKO, il pesait environ 190-195 hors combat. Donc, c'est ça. Donc, on va revenir à Nurmagomedov. Donc, Nurmagomedov, c'est un gars qui pèse dans les 185 livres quand il n'est pas en coupe de poids. Au niveau de sa carrière en MMA, il y a 28 combats, puis 28 victoires, donc il est invaincu. Il est totalement invaincu, il n'y a aucune défaite. Au UFC, il y a 12 victoires, puis là-dedans, pour pas vous dire de niaiserie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 victoires par décision. Il y a une victoire par TKO. Puis il y a 3 victoires par soumission. Non. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. C'est ça. Il y a 4 victoires par soumission. Donc, ses combats les plus notables, son deuxième combat UFC contre Gleison Tibau. Pourquoi notable? Parce que Gleison Tibau, c'est le seul qui a été capable de donner du fil à retordre à Habib. Puis même que Habib, tous ses takedowns dans ce combat-là n'ont pas été très fructueux. Soit Tibau les a bien bloqués, ou quand ils ont réussi, mais Nurmagomedov n'a pas réussi à faire de dommages. Donc, certains disent que c'est à cause que Nurmagomedov était jeune, puis il était en début de carrière, mais moi je dis plutôt que parfois il y a une expression qui veut dire style makes fight. Parfois tu rencontres ton homme ou ta femme si tu es une femme. Puis il y a une personne que sa manière de se battre est faite sur mesure pour toi, puis des fois tu veux la battre,
Ou des fois cette personne-là va donner du fil à retordre parce que comment dire, ça peut être sa morphologie, ça peut être sa rapidité, ça peut être sa technique d'exécution, ça peut être ses capacités physiques et athlétiques font que ça va être un adversaire très coriace. Donc, moi, je pense que Gleison Tibau était l'adversaire fait sur mesure pour Nurmagomedov. Puis, Nurmagomedov va gagner le combat par split decision, si je ne me trompe pas. Mais, non, il a gagné par décision. Mais, moi, je l'ai vu combat plusieurs fois. Puis, ça rappelait d'abord comme de l'autre, mais les juges ont décidé autrement. Puis, on sait. Puis, Nurmagomedov, quand il est arrivé au UFC avait beaucoup d'espoir en lui. Il était vu comme un prospect chez 155 livres, il fait un espoir pour la ceinture. Donc, je dis pas que c'est arrangé, je dis pas qu'il y a de la corruption. Mais, des fois, il y a des décisions en sport de combat qui sont douteuses. C'est drôle, mais ça touche toujours un combattant ou une combattante qui est profitable pour l'organisation, tant qu'elle elle ou il se bat. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, Nurmagomedov, pour avoir la ceinture, il a battu Al Iaquinta. Un combat il a gagné par décision unanime, mais Al Iaquinta a chèrement vendu sa peau. Puis les plupart des tentatives de takedown de Nurmagomedov n'ont pas été fructueuses. Donc, c'était supposé être un combat, c'était supposé être un walk in the park pour Nurmagomedov. Puis ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt, comment dire, un emmerdement. Iaquinta voulait pas se faire battre, on dirait bien. Il venait pour avoir la ceinture lui aussi, puis il avait pas le goût de se faire battre. Donc, Nurmagomedov, ça n'a pas été un walk in the park pour Nurmagomedov. Puis en plus, Nurmagomedov a essayé de combattre debout contre Iaquinta parce que peut-être qu'il s'est dit ce gars-là, il n'est pas de mon niveau, je vais lui passer le KO. Mais Iaquinta, il a une très bonne boxe, il a un bon kickboxing, puis un bon Muay Thai, donc c'est pas un bouffon, puis ça n'en est pas laissé imposer, puis ça s'est pas passé comme qu'il voulait pour Nurmagomedov, mais il a quand même placé les meilleurs coups, il était l'agresseur tout le long du combat, puis en plus c'était favori, puis c'était champion intérimaire, donc il a gagné le combat. Ensuite, sa première défense a été contre Conor McGregor. C'était. Je vais être honnête, mais Conor McGregor a quand même offert une bonne performance pour un gars qui s'était pas battu en MMA depuis près de 2 ans. Son dernier combat en MMA, je me trompe pas, c'était contre Eddie Alvarez. C'est quand il a gagné la ceinture des 155 livres qu'il n'a pas défendu. Ouais, c'est ça. C'était contre Eddie Alvarez. Puis ensuite, il est allé se battre contre Floyd Mayweather dans un combat d'exhibition en boxe qui lui a rapporté 100 millions. Puis après ça, il a lancé son alcool Purple 12. Depuis ça là, Nurmagomedov, depuis ce temps-là, McGregor vaut proche de 200 millions. Donc, c'était très profitable pour lui. Puis il a pris sa retraite, une de ses retraites. Il était près de 2 ans sans combattre en MMA. Donc, quand il est revenu contre Nurmagomedov, les gens avaient peur qu'il y ait le ring rust. Ça veut dire la rouille du ring, dans le sens que quand ça fait longtemps que tu n'as pas combattu, même si tu as entraîné, même si tu as fait du sparring, tout ça, c'est pas la même chose faire du sparring puis s'entraîner pour un combat parce que tes adversaires de combat, d'habitude, comment dire, il te donnera pas la même position que dans un vrai combat. Puis toi, tu n'iras pas avec la même intensité que dans un vrai combat. Puis le stress, c'est pas le même parce que, sauf exception, ton adversaire, il est pas là pour te blesser, puis il est pas là pour te knocker. Ça arrive des fois, comme en boxe ou en kickboxing, que tu subis des knockdowns ou des knockouts en sparring. Ça arrive, mais en règle générale, c'est pas supposé, mais ça arrive. Mais, comme je disais, en règle générale, en entraînement, c'est une coopération.
les deux personnes qui s'entraînent, comment dire, se laissent des chances, puis sont là pour pratiquer, ils sont pas là pour se foutre des volets, donc t'as pas de stress de manger une volée dans un sparring, dans un entraînement, donc même si McGregor se serait battu depuis, se serait entraîné pendant 2 ans, il a pas combattu pendant 2 ans, donc le ring rust aurait pu être là, puis pourtant, ça n'a pas été si pire que ça, même que, tu sais, je trouve qu'il a offert de meilleures performances que deux victimes malheureuses de Nurmagomedov, Rafael Dos Anjos et Edson Barboza et Michael Johnson, je dirais plutôt trois, qui ont, écoutez, une fois qu'ils sont fait amener au sol, il avait l'air de des brebis devant un loup. Ils savaient pas quoi faire, puis j'avais pitié d'eux. Pourtant, pas Nurmagomedov, mais McGregor, dans le combat contre Nurmagomedov, quand il s'est fait emmener au sol, mais il s'est quand même bien défendu, puis il n'a pas subi tant de dommages. Sauf au deuxième round, il a subi un knockdown assez violent. Puis, sauf qu'il s'est relevé assez rapidement. Le troisième round, il a pas dominé, mais c'est lui qui a fait les meilleures échanges au troisième round. Mais je soupçonnerais de Nurmagomedov d'avoir relaxé un peu. Parce qu'il avait dépensé beaucoup d'énergie dans le premier et le deuxième round. Fait qu'il a pris le troisième pour relaxer. Pour le quatrième, il a repris la cadence, il a emmené McGregor au sol, il a fait un neck crank. Ça dit neck crank, mais l'étranglement était surtout sous la mâchoire. L'étranglement, c'était sur la mâchoire. Je sais pas pourquoi ils écrivent neck crank, là, mais c'était sur la mâchoire. Puis un étranglement de mâchoire, il y a du monde qui ont dit ah, McGregor, il est fif d'avoir tapé, blablabla, mais pour m'être déjà fait choke, d'avoir déjà subi un étranglement de la mâchoire, ça fait très mal, puis tu peux te la faire disloquer très facilement dans une prise comme ça. Fait que t'as aucun intérêt à, comment dire, à faire ton tough ou à essayer de t'en sortir, parce que un entraînement sur la mâchoire, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir. Quand c'est serré, puis t'es pris là-dedans, puis un choke normal de la gorge, ça, par exemple, tu peux essayer de bouger, puis frapper, puis sauver du temps, mais la mâchoire, c'est vraiment un étau qui est difficile à desserrer, puis moi, je pense que McGregor a bien fait de taper. C'est drôle à dire, mais il n'y avait pas vraiment d'issue, donc c'est ça. Puis ensuite, la deuxième défense de Khabib, c'était à Abu Dhabi. C'était contre Dustin Poirier, qui était le champion intérimaire, qui avait remporté la ceinture intérimaire quelques mois auparavant en battant le champion de 145 livres, Max Holloway, qui était monté chez 155 livres dans l'espoir de devenir champion dans 2 catégories, puis d'obtenir un combat contre Nurmagomedov. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme qu'il voulait pour Max Holloway. Les 2 premiers rounds ont été très. Il a mangé. T'as vu la différence de puissance. Puis. Troisième round, ça a été serré. Le quatrième, cinquième, je le donne à Holloway, mais overall, Dustin Poirier en a fait assez pour remporter le combat. Donc, puis il s'est envenu confiant en disant que c'était son moment, que c'était his time to shine, puis qu'il allait là pour prouver à tout le monde à quel point il s'était amélioré, puis il était the man of the category. Puis il disait qu'il craignait pas de Nurmagomedov, puis il savait, il disait même qu'il avait la recette pour pouvoir le battre. Puis je vous rappelle que Dustin Poirier, c'était un combattant complet. C'est un Jiu-Jitsu Black Belt, BJJ, c'est le Jiu-Jitsu brésilien. Il est Black Belt depuis plusieurs années. Il a une très bonne lutte. Sa boxe, son Muay Thai, son kickboxing est excellent. Donc c'est un gars complet. Mais contre Nurmagomedov, c'est une lutte d'un autre niveau. Puis Nurmagomedov, il a fait du Habib. Il a amené Poirier assez facilement au sol souvent. Une fois, il s'est fait prendre en choke en amenant Poirier au sol. Puis il est resté pris dedans pendant quasiment 1 minute. Mais il n'a pas paniqué. Il a réussi à s'en sortir.
Puis finalement, au troisième round, il a passé une soumission, il a passé un étranglement arrière à Poirier. Puis Poirier avait pas d'issue, il était brûlé, puis tout ça, puis il a tapé. Puis pendant le combat, Poirier a affiché le même visage de détresse que Michael Johnson, Edson Barboza et Rafael Dos Anjos ont affiché avant lui. C'était triste, mais Habib, sa lutte est tellement de haut niveau. Puis c'est pas une lutte physique, c'est une lutte de pression. C'est du pressure wrestling. Puis Habib, lui, il va te sauter dessus, il va te pogner un genou, il va t'attraper une cheville, il va t'attraper les hanches, il va t'emmener au sol avec un transfert de poids, puis il va t'écraser, il va t'étouffer, puis il va faire un peu de ground and pound. Puis il va en plus, Habib, il a l'habitude de parler à ses adversaires pour les faire du trash. Il leur fait du trash talk. Quand ils amènent au sol, il leur fait du trash talk, puis il leur dit allez, abandonne, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, tu t'auras abandonné, t'as pas d'issue, blablabla. Fait que, il leur met les mains dans le visage, il leur parle à l'oreille, donc. That's savage! Habib, c'est un monstre. C'est un monstre. Puis dans ce combat-là, Dustin Poirier a affiché un visage de détresse. Puis à un certain moment, il regardait dans son coin. Il disait genre tout va bien, mais tu sais, ça voulait pas tout va bien, ça voulait dire help, help, ça voulait dire au secours. Puis certainement, c'était un combat très facile pour Habib. Puis à la fin du combat, Poirier à la fin de l'événement, quand Poirier a fait l'entrevue, la conférence de presse, il a dit que je suis extrêmement déçu de moi. Je savais tout ce que Habib a fait, je m'y attendais, mais j'ai pas eu de réponse, j'ai pas su quoi faire. Donc, c'est ça pour la fiche de Habib. Donc, Habib de Eagle Nurmagomedov contre Justin des Highlight Gaethje. Mes pronostics. Les deux, c'est deux excellents lutteurs. Justin Gaethje, c'est un All-American. Comme je vous dis, je ne sais pas s'il a fait l'équipe olympique américaine, puis s'il a fait des qualifications. Mais je sais qu'il a lutté beaucoup en NCAA. Puis il a gagné plusieurs tournois. Puis sur papier, c'est un excellent lutteur, mais c'est de la lutte américaine. Encore là, c'est de la lutte américaine. La lutte américaine, c'est de la lutte musculaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ils vont faire un single leg ou un double leg, puis ils vont t'attraper, ils vont te soulever, puis ils vont te foutre au sol. C'est de la lutte basée sur la force physique. Tandis que la lutte russe, ce que Khabib fait, c'est pas de la lutte musculaire, c'est de la lutte de pression. T'as pas besoin de. Ta force physique, tu t'en sers quand ton adversaire est au sol pour mettre ton poids sur ton adversaire, mais tu ne sers pas de ta force physique pour l'emmener au sol. C'est de la pression que tu fais. Donc, c'est très différent, puis c'est de la lutte très, très, très technique. Puis Habib, c'est un gars qui n'abandonne jamais. Il va tenter 20-30 tentatives de takedown, puis tout ce qu'il fait pendant le combat, c'est pour faire une tentative de takedown. S'il boxe avec toi, c'est pour te déconcentrer, pour faire une tentative de takedown. Si il fait du kickboxing avec toi, s'il fait du muay thai avec toi, c'est dans l'espoir que tu aies un moment d'attention pour qu'il puisse te saisir un membre pour t'emmener au sol. Donc, tout son game est fait pour pouvoir t'emmener au sol. Puis Habib s'entraîne avec les meilleurs lutteurs de la planète, soit en Russie ou aux États-Unis. Puis il fait partie de la. Puis à Habib, c'est un partenaire d'entraînement de Daniel Cormier et de Luke Rockhold, qui sont eux deux lutteurs d'élite eux aussi. Puis Daniel Cormier, il a fait les Jeux Olympiques. Donc, Habib, sa lutte est de très, très, très haut niveau. Tandis que Justin Gaethje, que ce soit au World Series of Fighting, qui maintenant s'appelle PFL, Professional Fighting League, ou au UFC, Justin Gaethje ne s'est jamais servi de sa lutte. J'en ai parlé dernièrement sur Facebook.
J'ai des gens qui m'ont dit ah, mais de quoi tu parles? Justin, c'est un All-American. Ok. Oui, c'est évident qu'il doit pratiquer sa lutte en sparring, par entraînement, pour les combats, en training camp. Oui, il doit pratiquer sa lutte. Mais comme je l'ai dit plus tôt, en entraînement et en combat, ce n'est pas la même chose. En entraînement, c'est un échange, c'est un partage. Souvent, souvent, les partenaires d'entraînement ne veulent pas se blesser, donc ils ne donneront pas leur 110%. Ils vont te laisser des chances de faire ce que tu veux faire. Tandis qu'en sport de tandis que quand tu arrives dans un combat, dans un fight, tu as le stress parce que tu vas manger tu vas manger des coups qui peuvent te faire mal pour de vrai. Pas qu'en sparring ou en entraînement, tu ne manges pas des coups qui te font mal pour vrai, mais que les coups qui te font mal, c'est calculé, c'est comment dire, souvent c'est pas fait nécessairement exprès pour te faire mal, c'est juste pour te réveiller un peu, mais le but c'est pas de te faire mal, c'est juste pour te réveiller puis de pratiquer tes réflexes. Puis tes partenaires de training sont pas là pour te démolir. Tandis que dans un combat, ton adversaire est là pour te démolir. Puis, une tentative de takedown, ça peut être bloqué par un coup de genou, ça peut être bloqué par un sprawl, ça peut être bloqué par un kick, ça peut être bloqué par un déplacement, par un coup de poing. Puis quand ça fait des années que tu n'as pas tenté ça dans un vrai combat, tu n'as pas de mémoire musculaire. La mémoire musculaire n'est pas là. Donc, il y a des gens qui disent que Justin Gaethje, c'est un All-American, c'est un lutteur de haut niveau, puis la Bible l'amènera pas au sol facilement. Permettez-moi d'en douter. Justin Gaethje, ça fait trop longtemps qu'il est habitué de faire pied-point, genou, coude. Sa mémoire musculaire par rapport à la lutte dans un vrai combat n'est pas là. Donc, il va peut-être essayer de faire des takedowns, mais dès qu'il va voir que ça ne fonctionne pas, la panique, il va revenir au naturel, puis il va rester, puis il va faire pied-point. Puis Habib, c'est un combattant intelligent. Donc, lui, oui, des fois, il est téméraire, puis il reste debout contre certains adversaires, mais il choisit ses adversaires, puis il sait contre qui il doit rester debout, puis il sait contre qui il ne doit pas rester debout. Comme des adversaires ultra dangereux puis ultra rapides, comme comment dire, Edson Barboza ou Rafael Dos Anjos ou Dustin Poirier. Il, il sait qu'il doit faire attention s'il reste debout avec eux. Puis, comment dire, il va essayer un peu, sinon, il va rester au sol. Il va les amener au sol. Puis contre Justin Gaethje, c'était un combattant très, 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 très dangereux. En plus, que maintenant, il a une bonne vision parce qu'il s'est fait opérer les yeux. Ben, c'est pas une très bonne idée pour Habib de rester debout avec lui. Puis il a vu, comme tout le monde, le combat de Gaethje contre Tony Ferguson. Puis Habib ne s'est pas fait faire mal dans aucun de ses combats au UFC. Puis c'est comment dire, oui, c'est un gars c'est un homme qui est fier, qui est orgueilleux, mais pas au point de risquer sa santé, puis de risquer de se faire un knockdown, de se faire knocker, alors qu'il est champion puis qu'il est invaincu. Il va essayer, il va tester Gaethje, puis dès qu'il va voir que Gaethje, ça va trop vite, puis ça risque de faire mal, il va l'emmener au sol. Puis moi, je ne crois pas que Gaethje va réussir à bloquer certains takedowns, tout ça. Ça reste un lutteur de haut niveau. Mais je pense que, comment dire, Gaethje, c'est un gars qui est très intense, qui met, comment dire, qui frappe toujours pour faire mal, qui vise toujours le gros coup, donc il va se brûler rapidement, même s'il a un très bon cardio. Puis à force de toujours, comment dire, contrer les takedowns, il va être brûlé. Puis je pense que Habib va l'avoir à l'usure. Donc, mon pronostic pour ce combat-là, moi je crois que Habib va comment dire,
va troller un peu Geji. Il va essayer de faire croire qu'il va rester debout. Puis dès qu'il va avoir la faille, il va l'emmener au sol. Geji va réussir à bloquer certains takedowns. Mais sur le long terme, sur 5 rounds, je pense pas qu'il va réussir à, comment dire, à gérer la pression. Puis il va tenter des takedowns. Puis s'il en tente, il va se brûler encore plus. Donc moi, je vais pour une victoire par décision de Khabib Nurmagomedov. Je suis même pas stressé. Donc c'est mon pronostic pour le combat entre Khabib, the Eagle Nurmagomedov, l'aigle du Daghestan, et Justin, the Highlight Gaethje. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore tous mes abonnés qui me suivent sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Google Podcast ou Google Balado si c'est votre cellulaire, PodCloud, Apple Podcasts, iTunes et Balado Québec. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, évidemment. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, puis à écrire un commentaire et à partager. Parce que dans le fond, c'est comme ça comment dire, que le podcast va gagner en visibilité, puis il va grossir, puis il va être, comment dire, il va être de plus en plus référencié par les plateformes de streaming. Donc, puis en passant, c'est gratuit. Hein. Faire un like, c'est gratuit. Faire un commentaire, c'est gratuit. Partager, c'est gratuit. Donc, je vous demande et je vous encourage à le faire. Ce serait très apprécié. Donc, les étoiles vont mettre 6. Je vous ai 5. Donc, c'est ça. Puis, abonnez-vous. Si vous êtes des gens qui m'écoutez ou qui me regardez, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous me regardez sur YouTube, si vous me regardez sur YouTube, sur votre ordinateur, mais vous allez voir, il y a un petit signe à droite de l'écran que vous cliquez dessus, puis vous pouvez vous abonner directement. Même pas besoin d'aller sur ma chaîne et de chercher comment faire. Vous allez regarder sur l'image, puis à droite, il y a un petit rond qui apparaît. Vous cliquez sur ça, puis ça va vous faire abonner automatiquement. Donc, c'est ça. Puis pour les plateformes de streaming, d'écoute, vous cliquez sur suivre. Puis vous me notez, puis vous portez un commentaire, puis vous partagez. Donc, ce podcast-là, comme je vous dis, c'est un podcast de partage. Je le fais pour moi, puis je le fais pour vous. On est ensemble là-dedans. Donc, soyons solidaires. Et ce podcast va grossir et va devenir, comment dire, the talk of the town, or the country, or the world. Il y a un peu trop d'ambition, mais qui sait, dans la vie, je pense que faut toujours viser de s'améliorer puis d'upgrader. Hein? Parce que si tu ne vises jamais à t'améliorer et pas upgrader, mais la vie, selon moi, n'a pas de sens. Donc, merci à mes abonnés, puis merci à mes futurs abonnés. Donc, c'était l'épisode sur Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace! Passez une bonne journée, je vous aime, au revoir.